Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire. Aujourd'hui, avec Charles, nous allons explorer ensemble un sujet qui concerne chaque dirigeant d'entreprise. Donc, à savoir les erreurs de conformité qui peuvent coûter cher et comment les éviter. La session durera environ 45 minutes. Donc, elle sera rythmée par un fil rouge concret et des actions faciles à déployer. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de cette salle. Sur votre droite, vous retrouvez un chat donc pour pouvoir interagir et poser vos questions. Donc, nous y répondrons avec plaisir tout au long de la présentation. Et aussi, en bas, vous trouvez 3 boutons. Donc, le premier pour que je puisse vous recontacter par la suite et donc vous accompagner sur éventuellement les questions que vous pouvez avoir. Donc, évidemment, c'est gratuit. Le second bouton vous permet de noter, de commenter le webinaire. Ce qui est très important pour nous, ce qui permet d'être dans l'amélioration continue et d'amener des contenus de qualité. Et enfin, le troisième, pour télécharger cette présentation. Donc maintenant, place aux présentations. Donc je suis Clément Grandet, donc expert en protection sociale pour la Mutuelle Aesio. Donc je suis basé à Beauvais, dans l'Oise. Donc et je m'occupe de tout ce qui va être collectif, donc entreprise, association. Et donc, je travaille en collaboration avec différents cabinets d'expertise comptable, dont celui de Charles. Donc, Charles, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pensais être le seul avec qui tu travaillais, mais non. Tu travailles avec d'autres. Moi, je suis expert comptable, pardon, installé sur Beauvais, Senlis et Val d'Aon. L'expert comptable, c'est un chef d'entreprise au service des entreprises. Donc, j'accompagne mes clients artisans, commerçants, professions libérales et autres dans le développement de leur activité à 360 degrés. Et dans l'ombre, donc vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle est bien là. Donc nous avons Adria Castan, donc qui est notre collègue chef de projet marketing. Donc avant de démarrer, donc nous aimerions vous connaître aussi. Donc pour cela, Adria, peux-tu lancer un petit sondage? On vous laisse une petite minute pour y répondre. Et comme ça va permettre de pouvoir faire un peu plus connaissance. Ça nous permet de remercier grandement Adria pour Aussi. l'organisation de ce webinaire. Elle a beaucoup travaillé. On espère, enfin c'est nous maintenant qui portons la responsabilité avec Clément de la réussite de ce projet. Voilà, donc Merci Adria. Oui, merci Adrien. Et donc pendant qu'on vous laisse répondre, on va présenter un petit peu nos structures. Donc comme je le disais, je travaille pour Aesio Mutuelle. Donc aujourd'hui, on couvre plus de 2 millions de personnes de manière nationale, puisqu'on a 240 agences un peu partout en France. Et donc, le but, c'est de pouvoir accompagner en termes de protection sociale. Donc, quand on entend protection sociale, donc la complémentaire santé, vulgairement la mutuelle, en prévoyance en retraite. Et on parle bien donc d'accompagnement, donc d'amener des solutions qui sont adaptées aux besoins et de pouvoir, oui, en effet, donc accompagner donc toutes les entreprises avec qui on travaille. Alors, Phoenix Finance, on a créé il y a 7 ans maintenant ex nihilo. Là, on est une vingtaine de collaborateurs. Normalement, nous devrions être 30 en septembre prochain. C'est ce que j'ai l'habitude de dire chez Phoenix Finance. On ne vend pas de la compta, on donne du conseil, on accompagne les chefs d'entreprise dans le développement de leur structure. On a les avantages de la petite structure, réactivité, disponibilité, utilité client, sans les inconvénients qui pourraient être un manque de compétences pluridisciplinaires, puisqu'on a un pôle social qui est extrêmement compétent, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. On a un pôle juridique également, et puis on a une appétence, et c'est pour moi l'une des différences également, une appétence en gestion de patrimoine et notamment en investissement immobilier. L'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas au bilan de votre entreprise, mais qu'on s'occupe de vous, le chef d'entreprise qu'il y a derrière. Donc, je vois qu'on a désormais donc les premiers résultats. Merci pour votre participation. Donc, c'est assez divers. Donc, en effet, on retrouve bien des personnes qui vont être qui ont le profil adapté donc au niveau donc dirigeant d'entreprise, responsable RH. Donc, on espère vivement que ce webinaire pourra répondre à vos questions, ou en tout cas, on tentera d'y répondre tout au long si vous en avez. Donc, en préambule, donc on va vous expliquer un peu donc les enjeux de la conformité. Donc, le chiffre est assez éloquent, pardon. Donc, il y a 1,5 milliard d'euros en redressement URSSAF. Donc, c'est une vraie réalité. Donc, comme il est noté, 70% des contrôles donc, aboutissent à un redressement.
donc avec une somme qui est assez rondelette, 18 700 € en moyenne. Donc si l'entreprise a le capital pour pouvoir y répondre, on va dire tant mieux, mais c'est quand même un peu handicapant. Donc le but, c'est de pouvoir être en conformité pour éviter ces risques-là. Et au-delà du risque URSSAF, il y a également le risque prud'homal, où le salarié peut demander réparation, voire également des dommages et intérêts. Donc là également, c'est l'entreprise qui peut être amenée à souffrir sur le sujet. C'est ce que je dis régulièrement à mes équipes, autant en comptabilité, en fiscalité. On peut arriver de faire des erreurs, hein, personne n'est parfait, mais il y a peu de conséquences et peu de probabilités qu'on s'en aperçoive. Par contre, en social, c'est l'inverse, hein. C'est dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit vous avez le risque URSSAF, hein, pas négligeable, hein, quand même, ou les salariés et les prud'hommes. Et dès que vous avez des soucis dans vos bulletins de paye ou vos déclarations et que les salariés s'en aperçoivent, forcément, tout est source à suspicion et ils vont tout vérifier. Pour vous, c'est à la fois anxiogène et chronophage. Donc, c'est important vraiment de ne pas négliger ces points-là et d'être vraiment en toute conformité sur ces aspects sociaux. Donc, Charles, je te Alors, laisse vous présenter Marc qui va nous oui, le servir de fil fil rouge. rouge, on va suivre Marc. Marc pour illustrer donc, tout au long de ce webinaire. Il est salarié, il décide de créer sa propre entreprise dans le domaine de l'ingénierie d'études des sols. Il relève de la convention Bureau d'études techniques, BET. Donc, à travers son parcours, nous verrons les choix à faire, choix de la structure, les obligations à respecter, les risques à éviter, différents leviers à activer pour sécuriser et valoriser sa protection sociale. On verra comment Aesio Mutuel et l'expert comptable peuvent l'accompagner. Et, euh, et comme beaucoup de créateurs, il ne mesure pas encore l'ensemble des changements qui s'imposent à lui. On va l'accompagner tout au long de cette aventure. Alors, au sommaire, on aura le choix de la structure juridique, ce qui est extrêmement important, avec l'affiliation aux différents organismes sociaux, éventuellement l'embauche de salariés. Ensuite, on va voir donc du coup les dispositifs obligatoires. Donc, en termes de protection sociale, on va retrouver la complémentaire santé, la prévoyance complémentaire, donc ce qu'on peut appeler également risque lourd, l'épargne retraite et la PPV, la prévention des risques en entreprise et l'obligation d'information des salariés. On verra les conséquences, alors à la fois les risques de la non-conformité, mais aussi les bénéfices à être conforme, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients à ne pas l'être, il y a aussi des avantages à l'être. Et enfin, on vous partagera donc des outils pratiques, donc avec les outils que peuvent proposer donc Phoenix, Charles et ses équipes, et également ce que l'on propose au niveau d'Aesio. Alors, le choix de la structure juridique, la création de l'entreprise. Moi, il y a deux raisons pour lesquelles un porteur de projet pousse la porte du cabinet ou d'un cabinet d'expertise comptable en général. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais il y en a un c'est quelle est la structure juridique la mieux adaptée pour mon projet. Et puis le deuxième, qui est non négligeable et dont je vais parler un peu aujourd'hui quand même, c'est de ne pas être seul. Parce qu'on a lancé son entreprise, c'est une aventure, c'est des craintes, et il y a souvent la solitude du chef d'entreprise. Donc c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui pourra l'accompagner tout au long de son projet. Donc, le choix de la structure juridique, il y a deux types de structures. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y a deux grandes familles. L'entreprise individuelle, qui peut être sous régime micro, c'est ce qu'on appelle encore auto-entrepreneur, ou régime réel. Alors, ces deux régimes, vous êtes travailleur non salarié, TNS, comme on l'appelle généralement. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir les formes sociétales. Alors, il y en a deux principales qui sont le URL quand vous êtes tout seul, la SARL quand vous êtes avec des associés, la SAS de l'autre côté et la SASU quand vous êtes avec des associés. La principale différence, elle va être au niveau du statut du dirigeant. En SARL, le URL, vous allez être TNS, travailleur non salarié. En SAS, vous allez être assimilé salarié. Président de SAS ou directeur général, vous êtes assimilé salarié. La différence, la principale différence, elle va se faire au niveau des cotisations sociales.
On parle souvent en France d'optimisation fiscale, mais en réalité, ce qui coûte cher, c'est les cotisations sociales. En TNS, vous allez payer 45% de cotisations sociales sur la rémunération que vous prenez tous les mois. 45%, donc vous prenez 10 000 euros de rémunération, vous payez 4 500 euros. En SAS, vous prenez les mêmes 10 000 euros, vous allez payer entre 8 000 et 8 500 de cotisations sociales. Donc 45% en SARL, en EURL, 80 à 85% en SAS. Donc il y a une grosse différence, c'est presque du simple au double. Ça va s'inverser au niveau des dividendes. C'est-à-dire que vous allez payer beaucoup moins de cotisations sociales sur les dividendes en SAS que sur les distributions de dividendes en SARL ou en EURL. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est quand on distribue les dividendes, avant on a payé l'impôt sur les sociétés. Donc généralement, dans 99% des cas, il vaut mieux être en SARL ou en EURL, enfin en tout cas en TNS, que ce soit en entreprise individuelle ou en SARL ou EURL. Voilà. À cela, Mais j'ajouterais, oui, excuse-moi Charles, à cela, j'ajouterais qu'il faut également être conscient de son état de santé au moment de son choix, puisque lorsque l'on est non salarié, on le verra par la suite, la protection sociale est facultative et certains risques sont soumis éventuellement à l'état de santé et donc peuvent être refusés ou en tout cas exclus. Lorsque l'on est en statut salarié, là par contre, si on veut se couvrir en matière de protection sociale, c'est plus simple sur ce domaine-là. Donc voilà, je voulais juste amener ce petit point de précision sur le sujet. C'est très vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous avez le chat, Clément en a parlé. N'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de la présentation. Et donc, en effet, si vous avez des problèmes de santé, en SAS, vous serez forcément couvert. Par contre, en SARL, l'assurance peut décider ou pas de vous couvrir. Et donc à ça, on va voir maintenant donc l'affiliation aux organismes sociaux obligatoires. Donc là ici avec le statut non salarié, donc TNS. Donc on va retrouver donc la principale famille donc des artisans commerçants, les micro-entreprises, les professions libérales, les gérants de SARL majoritaires ou égalitaires statut salarié, qui vont être couverts. Historiquement, c'était le RSI. Donc ça a changé. Hein. Pareil, ça fait quelques années. Donc on a connu le RSI. Ils ont changé une lettre. Ils ont Voilà, changé une lettre, c'est comme l'ENA, ils changent le nom. Voilà, donc c'est devenu la SSI qui a été maintenant absorbée, entre guillemets, par la CPM. Donc c'est la CPM qui gère l'ensemble des prestations santé et invalidité. Donc on retrouve la CARSAT et l'URSSAF également, donc l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations. Sur la droite, on vous indique un tableau donc, qui concerne les indemnités journalières. On l'a mis en avant puisque c'est, à nos yeux, je pense qu'on Charles nous partage cette idée-là, le risque principal pour un travailleur non salarié. Donc la prévoyance, là, vous voyez qu'un travailleur non salarié, aujourd'hui, a les mêmes droits qu'un salarié à hauteur donc, de 50% de ses revenus, avec un plafond, et qui commence dès le 4e jour. Ce n'est plus le 8e ou le 16e, donc c'est le 4e jour. Et il est couvert pendant 1095 jours. Toutefois, donc c'est 1095 jours maximum, avec un droit de 360 jours dedans. Donc quelqu'un qui va se retrouver en arrêt de travail pendant 3 ans, par exemple une maladie grave, on ne le souhaite pas, mais c'est le but de la prévoyance, c'est de prévenir ces soucis-là. Donc un arrêt sur 3 ans, en fait, en réalité, le dirigeant va être couvert à 50% de ses revenus du 4e au 365e. Le but de la prévoyance complémentaire, ça va être de combler le différentiel avec le revenu réel du dirigeant. Et lorsque la CPAM s'arrête, ça va être de faire ce qui s'appelle le relais. Donc de pouvoir en effet culbuter ce que ne met plus la CPM via la prévoyance complémentaire. Donc vous retrouvez un exemple là ici qui indique bien le risque ici. Ensuite, donc nous avons donc l'affiliation donc pour les dirigeants salariés. Où là on va retrouver un peu la même philosophie avec une participation à partir du 4e jour à hauteur de 50%, donc avec des plafonds différents. On retrouve donc les gérants minoritaires ou égalitaires avec un statut salarié. Comme l'indiquait Charles, au niveau du statut juridique, les dirigeants en SAS, donc président ou directeur général, donc sont assimilés salariés, la SA également. Et donc là, ici, la différence avec le travailleur non salarié, c'est qu'ici, ça va s'imposer à lui. La prévoyance va devenir obligatoire en tant que cadre de sa structure, puisqu'il est assimilé cadre. Donc là, il y a une obligation de mettre en place une solution
dont on verra un peu plus en détail par la suite. Mais donc, vous retrouvez l'exemple également éloquent là, sur la droite de Valentin, avec une perte de revenus qui peut être conséquent en fonction des plafonds. On a quelques questions, Clément, et avant, je vais compléter quand même sur notre fameux RSI qui est devenu SSI. C'est vrai que ça fait un peu peur. Le RSI n'avait pas bonne presse. Le SSI, je ne sais pas s'il il en a une meilleure. Ça s'est quand même grandement amélioré. La seule difficulté que vous allez avoir et la différence que vous allez avoir aussi, c'est que quand vous êtes TNS, c'est des appels de cotisation avec une régule à la fin de l'année qui est régularisée en fin de l'année suivante et qui régularise à la fois l'année précédente et les appels de cotisation de l'année en cours. Ce qui peut avoir une grosse conséquence. Donc, ce que vous pouvez faire pour éviter ça, éviter l'effet yo-yo, comme on l'appelle, c'est de dire, voilà, je lance ma structure. Au lieu de m'appeler sur des cotisations minimales à 7 000 euros, appelez-moi directement sur 30 000 euros. Et là, vous aurez moins d'effet de surprise. Ou sinon, vous êtes prévoyant et vous mettez l'argent de côté, sachant que grosso modo, donc 45% grosso modo, c'est la moitié de la rémunération que ce soit annuellement ou mensuellement. Alors, on a une Dans question les de... questions, Charles, Ouais. j'ai Nicole qui nous pose la question, j'ai créé ma micro-entreprise, mais je souhaite embaucher. Est-ce que c'est possible? Oui, bien évidemment. Le micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle au régime micro-social, au fiscal également. Vous pouvez totalement embaucher, il n'y a aucun souci. La seule nuance, c'est que généralement, le micro vaut le coup quand on n'a pas beaucoup de charges. Et donc, ça serait peut-être intéressant de faire un calcul pour voir si vous n'avez pas tout intérêt à passer au régime réel. Et Pauline nous demande en CELAS, S-E-L-A-S. En se l'associer, vous pouvez tout à fait embaucher, il n'y a aucun souci. Et puis là, Catherine nous demande, je travaille pour une association loi 1901, suis-je concerné par ce webinaire? Bah, si vous travaillez donc pour une association, c'est que vous êtes salarié d'une association. Donc en fonction, donc il y a différentes choses qu'il faut connaître. C'est éventuellement la convention collective qui est en place dans cette structure-là. Et en fonction, éventuellement, donc il va y avoir des obligations. Dès lors qu'on est salarié, on va le voir au fur et à mesure de ce webinaire, il y a des obligations qui existent. Donc l'affiliation aux organismes complémentaires, ici on reprend donc pour les chefs d'entreprise donc non salariés. Donc l'obligation c'est d'être à jour de ses cotisations URSSAF. En fait, c'est la seule obligation. Tout ce qui va concerner la protection sociale, euh, on va dire entre guillemets que c'est du facultatif. Mais on verra dans le webinaire que le facultatif est assez dangereux. C'est un peu comme rouler sans ceinture de sécurité, d'autant plus sur le domaine de la prévoyance. Mais donc, en effet, vous pouvez mettre en place, enfin, je serais même tenté de dire vous devez, mais l'obligation n'existe pas, mais pour moi, vous devez mettre en place en effet une complémentaire santé, donc la mutuelle, une prévoyance, donc là pour couvrir les risques lourds. Et vous pouvez mettre également une retraite. Là, c'est plus léger, c'est pour les beaux jours, c'est pour pouvoir éviter la poche percée et se faire plaisir enfin après les années de travail. Donc ces produits-là sont éligibles en loi Madelin, donc la loi Madelin pour les non-salariés, alors hors micro-entreprise TNS agricole, président de SAS et gérant minoritaire de SARL, puisque pour les deux derniers, on est salarié. Donc vous êtes éligible à ce qui s'appelle la loi Madelin, donc il y a un avantage fiscal. Alors, ça permet d'avoir une déduction du bénéfice et de se constituer, du coup, d'avoir une incitation à se constituer une protection sociale. alors, bien évidemment, pour tout ce qui est obligation, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre cabinet, enfin de votre conseil, votre cabinet d'expertise comptable notamment. Euh, on vous accompagne pour mettre en place toutes ces obligations et notamment les prévoyances pour les salariés, les mutuelles. Euh, Ça peut faire partie de la mission. Charles, pour revenir sur la CELAS, est-on en régime TNS ou dirigeant salarié? Cela, pour moi, c'est assimilé à une SAS, mais pour les professions libérales. Donc, le dirigeant est un président ou directeur généraux s'ils sont plusieurs, et donc c'est assimilé salarié. Salarié et assimilé cadre. Je te, Alors, je te laisse l'embauche, présenter oui, l'embauche. oui, pardon.
J'allais boire un peu. L'embauche du premier salarié, ça c'est très important. Vous avez différents choix hein, qui s'offrent à vous. Est-ce que vous embauchez en CDI, donc contrat à durée indéterminée? Est-ce que vous embauchez en CDD? Des fois, on a plutôt tendance à choisir un CDD plutôt qu'un CDI parce qu'on dit je vais essayer. Sauf qu'un CDD, s'il se transforme pas en CDI, bah, ça coûte un peu plus cher puisque vous avez la prime de précarité de 10%. Alors qu'un CDI, bah, vous avez une période d'essai qui peut être renouvelable 1 à 2 fois selon les conventions collectives. Donc vous avez le temps généralement de voir si le collaborateur fait l'affaire ou pas. Temps partiel, temps plein, c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser. Il y a un point qui est assez important, c'est la déclaration préalable à l'embauche. Pour toute nouvelle embauche, elle doit être faite, comme son nom l'indique, avant l'entrée en poste du salarié. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, vous avez tous les mois, mais là encore, c'est généralement votre conseil qui s'en occupe, la DSN mensuelle, donc pour déclarer les charges sociales. Je vous invite quand même, alors, créer son entreprise, c'est une chose, être employeur, c'en est une autre, et c'est encore une division au-dessus. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner. Alors, l'idée, c'est pas de connaître tout le code du travail, c'est impossible. Par contre, les principaux points, nous, chez Cocabinet, on met à disposition un guide du nouvel employeur. Avec les règles en termes de congés payés, est-ce que c'est le salarié qui fixe ses congés ou est-ce que c'est le chef d'entreprise, en termes de formation, gestion des absences. Voilà, je pense que c'est important d'avoir certaines bases. Et puis après, c'est comme tout, vraiment, chef d'entreprise, vous pouvez pas tout savoir. Donc, ce qu'il faut, c'est déléguer, bien vous entourer. Donc, n'hésitez pas à demander conseil. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, comme aujourd'hui dans le chat. Dès que vous avez un doute, surtout en droit social, contactez votre cabinet d'expertise comptable ou Aesio Mutuel si c'est un de leurs domaines. Mais n'hésitez pas à demander parce que, comme tout, ça coûte moins cher de faire bien du départ que de rectifier une erreur, Mm. surtout au début. Et puis ça, au-delà de l'obligation, ça permet même d'avoir du conseil pour optimiser l'image que l'on peut peut-être vouloir donner en fonction de la possibilité, certaines améliorations des conditions de protection sociale, ça peut être intéressant. Donc maintenant, les dispositifs obligatoires en matière de protection sociale. Donc on va tout d'abord revenir sur la complémentaire santé. La complémentaire santé, c'est de permettre l'accès aux soins donc au plus grand nombre en bénéficiant donc aux actifs, enfin de permettre aux actifs de bénéficier d'une couverture frais de santé à moindre coût, puisqu'il y a une mutualisation qui existe maintenant lorsque l'on met la complémentaire santé. Donc l'histoire, c'est qu'en 2016, il y a eu ce qui s'appelle donc l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, donc l'obligation de mettre en place une couverture santé pour l'ensemble des salariés, avec des garanties qui doivent être responsables. Ce que l'on entend par garantie responsable, c'est que lorsqu'il y a eu cette mise en place en 2016, si on ne pouvait pas mettre en place n'importe quoi, il y avait un cahier des charges à devoir respecter en matière de tableau de garantie. Une fois que le contrat est responsable, l'obligation de l'employeur, c'est de participer à minima des 50% et le salarié de 50%, des 50% restants. Ça peut être amélioré, on le verra dans les obligations d'employeur, mais ça peut être amélioré. Ensuite, il y a ce qui est donc les accords de branche. Donc là, pour Marc, que l'on va reprendre pour notre fil rouge, comme on l'a dit, ils répondent la CCN, BET, la Convention collective nationale BET. Il en existe plein donc qui étaient même antérieurs à l'ANI, mais qui ont dû se plier à se mettre à jour avec l'ANI, et donc avec le contrat responsable. Et là, dans le cadre du BET, il y a des particularités. Il ne peut pas mettre en place d'une garantie droit du travail, une garantie standard. Il y a toute une grille qui existe avec, par exemple, là, ici, au niveau de l'optique, pas mal de détails en fonction de la dioptrie, de la correction au niveau du verre, prise en charge dentaire, des soins. Particularité également ici, c'est que les enfants, dans le cadre du BET, les enfants sont obligatoires. Donc le collaborateur, lorsqu'il est collaborateur, qu'il a des enfants, il a l'obligation de les affilier, sauf s'il répond à certains cas de dispense. Et également, il y a des prestations donc à haut degré de solidarité. L'avantage de l'accord de branche ici, c'est vraiment la mutualisation sur toutes les structures, sur toutes les entreprises adhérentes au contrat qui font partie donc, de cette convention collective. Et le tarif, il est piloté par les partenaires sociaux. Donc, tous les ans, c'est revu pour que cette branche soit équilibrée et pour qu'elle puisse être pérennisée également dans le temps.
Donc, dans ces obligations, l'employeur, donc, il y a le mode de mise en place, on va retrouver trois grandes familles, donc l'accord d'entreprise, le référendum et la DUE, donc décision unilatérale de l'employeur, donc qui sont les actes juridiques qui vont reprendre en fait le fonctionnement de la complémentaire santé dans l'entreprise. Éventuellement la participation, si on veut améliorer la participation de 50% à plus, éventuellement si on veut faire une affiliation obligatoire du conjoint. Donc, dès lors qu'il y a une amélioration, par exemple, de l'accord de branche, vous devez passer par un de ces actes-là. Et si on respecte à minima l'accord de branche, là, dans ce cas-là, c'est droit conventionnel, il n'y a pas l'utilité de faire ce document. Il y a également donc l'information sur la portabilité des droits. Donc ça, c'est lorsqu'un collaborateur sort de l'entreprise et qu'il a des droits à France Travail, il a des droits en termes de maintien de couverture sur la complémentaire santé d'un maximum d'un an. Il y a la notice d'information qui est obligatoire à remettre à chaque salarié, les dispenses d'affiliation également, et aussi le suivi et la mise à jour du contrat. Là, nous, pour le suivi et la mise à jour du contrat, c'est quelque chose de simple puisque c'est un suivi continu que l'on fait. On reste en contact de nos entreprises tous les ans, voire plusieurs fois par an, pour connaître les évolutions d'entreprise et également les évolutions qui peuvent exister sur le sujet. Et dans ce cas-là, on les accompagne là-dessus. C'est pareil, hein, là aussi, mais j'y reviendrai surtout sur la prévoyance. Là aussi, hein, n'hésitez pas à demander à la fois conseil et accompagnement pour la mise en place à votre cabinet d'expertise comptable. L'idée, c'est qu'on bosse main dans la main avec l'assurance et la mutuelle qui met en place tous ces contrats. Ensuite, on va voir donc la prévoyance complémentaire. Donc la prévoyance complémentaire, elle garantit une protection aux salariés et à leurs proches pour faire face aux conséquences financières de la perte de revenus en cas d'arrêt de travail, d'incapacité, d'invalidité ou de décès. Là, ici, encore une fois, on parle de risques lourds. Et pour ça, il y a différents cadres qui existent. Donc, la loi de mensualisation, qui n'est pas forcément celle qui est la plus connue quand on l'évoque auprès de nos prospects ou adhérents, donc qui est une obligation depuis 1978, donc qui permet aux salariés qui ont au moins un an d'ancienneté de bénéficier d'une indemnisation par l'employeur en cas d'arrêt de travail. Donc, ça peut être amélioré. Donc, ça, c'est la loi de base qui peut être améliorée en fonction de la convention collective. Seconde obligation donc, concerne la prévoyance cadre, donc ce que l'on évoquait juste avant. Donc la prévoyance cadre, c'est 1,5% du revenu brut, donc de la tranche A. Donc la tranche A, c'est grosso modo de PMSS. Et dans ces 1,50, il faut qu'il y ait au moins 0,76 qui concerne la protection en cas de décès. Et donc là, ici, le contrat, il est collectif, obligatoire, mis en place par l'employeur et financé par l'employeur à hauteur des 1,50. Ça peut être amélioré ou différent en fonction des conventions collectives. Toujours pour suivre Marc ici, les cadres dans la convention collective BET, on le verra pour les non-cadres également, ont une obligation particulière, donc le 1,50 existe de la même manière. Pour autant, au niveau des garanties, il y a des planchers qui existent qui sont assez cossus, qui permettent même en cas de faible rémunération d'avoir des capitaux d'essai, donc on ne souhaite pas évidemment, mais des capitaux d'essai qui peuvent être très conséquents. Et si ce n'est pas mis en place, là c'est l'entreprise qui va devoir le sortir. Donc là, ça risque d'être un petit peu dangereux. Pour les non-cadres, de manière générale, il n'y a pas d'obligation. Et après, ça va dépendre des conventions collectives. Alors aujourd'hui, il y a énormément de conventions collectives qui ont prévu des solutions sur le sujet. Et là, il faut bien faire attention à bien respecter sa convention collective. Et donc, généralement, les garanties, comme on le disait, ça concerne le décès, l'incapacité et l'invalidité. Et là, on va retrouver les obligations, comme pour la complémentaire santé, qui concernent donc la portabilité des droits, la notice d'information obligatoire et le suivi et la mise à jour du contrat. Donc là, on vous suit là-dessus de manière générale. Là aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc là, on a parlé beaucoup des salariés. Du collectif, oui. C'est obligatoire. Vous, chef d'entreprise, souscrivez rapidement une prévoyance. Moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience, mais j'ai déjà vu plusieurs cas, une petite dizaine, notamment dans des métiers à risque comme le BTP, où un accident s'est vite arrivé et on peut vite se retrouver en incapacité soit partielle, soit totale. Quand on sait que généralement l'entreprise fait vivre la totalité de la famille, je vous laisse imaginer la catastrophe humaine que ça peut être. Donc n'hésitez pas à une prévoyance, je crois que c'est quelques dizaines d'euros par mois. Ça vaut le coup.
Vraiment, c'est extrêmement important dès le début de votre activité de souscrire une prévoyance pour vous. Voilà, c'était le conseil que je peux vous donner. Euh, on a quelques questions qui sont arrivées, donc on va prendre un peu à la volée. Donc, Émilie qui nous dit: Bonjour, je croyais que la structure de cotisation donc en BET avait été modifiée, ce n'est pas le cas. Alors, oui, il existe aujourd'hui une nouvelle structure tarifaire qui est isolée famille. Et lorsque le collaborateur, donc ça permet aux célibataires ou en tout cas aux personnes seules qui n'ont pas d'enfants de bénéficier d'un tarif plus bas. En revanche, dès lors qu'il va avoir des enfants, il va passer sur une structure tarifaire famille. Là où la structure de base, c'était salarié plus enfant obligatoire et le conjoint était ajouté à côté. Et quand il n'y a pas de alors on a une autre question, quand il n'y a pas de convention collective ou d'accord de branche, et bah c'est le droit du travail qui s'applique. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mutuelle obligatoire à mettre en place. Et donc ça c'est la partie mutuelle. Pour la partie prévoyance, c'est le 1,50 cadre. Donc le 1,54, donc c'est la prévoyance pour les cadres financés par l'entreprise, entreprise ou association. Euh, donc Charles, on a une mutuelle en place, mais je n'ai pas de DUE signé. Bah, ce serait bien de le faire. Après, c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure. Il y a les règles et puis après, on s'adapte au TPE. Mais ça serait bien de se rapprocher de votre cabinet pour en faire signer une. Voilà, par la suite du webinaire, vous verrez, on va évoquer un peu les risques qui existent. La documentation, elle sera accessible pour vous, elle vous sera envoyée par la suite, sans problème. Pour la portabilité, si un salarié quitte l'entreprise, rupture conventionnelle pour partir en Australie 8 mois, est-ce qu'à son retour, il est couvert par sa mutuelle? En fait, il faut pouvoir justifier la condition pour bénéficier donc, de la portabilité. La condition première, c'est d'être inscrit à France Travail et d'être indemnisé par France Travail. Alors, Isabelle, quel est le risque si on dispense un salarié de mutuelle à sa demande, mais qu'il ne remplit aucune condition de dispense? Il faut lui faire signer un papier dans lequel il nous indique une des raisons de dispense. Et là, vous êtes couvert. Après, c'est pas à vous de vérifier. Il y en a trois, hein, je crois, de conditions de dispense. Je vous les donnerai. Je vais faire une petite recherche. Je vous les donnerai par la suite. Et c'est Oui, pas à vous oui. de les vérifier. Par contre, il faut que vous ayez, en gros, la règle, c'est soit une mutuelle, soit un papier de dispense, de demande de dispense du salarié signé. En fait, l'entreprise doit justifier du pourquoi le salarié ne bénéficie pas de la mutuelle, s'il rentre bien dans un cas de dispense. Sinon, il a une obligation d'affiliation. Il y aura pas le choix. Hop. On- Après, ensuite, sur les différentes questions, puisqu'il y en a pas mal, on va continuer un petit peu. On reviendra vers vous, hein. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va tenter d'y répondre au fur et à mesure. On va continuer d'avancer un petit peu et, Ouais. et on reviendra vers vous par la suite sans problème. Et Avec donc plaisir. l'épargne retraite, là aussi, hein, donc vous avez différents dispositifs. On a le PER, hein, qui est le plus connu, qui a un avantage et un inconvénient, hein. En fait, le gros avantage de l'épargne retraite du PER, c'est que les placements, enfin les versements sont déductibles de vos impôts. Mais l'inconvénient, c'est qu'à la sortie, ce sera imposable. Donc, il faut regarder, en fait, là aussi, vous pouvez demander conseil, regardez votre taux marginal d'imposition. Donc, c'est un terme un peu barbare, mais c'est grosso modo la tranche maximale à laquelle vous êtes imposé, rapidement 30% en France. Et regardez bien que ce taux soit pas supérieur à la retraite que actuellement. Si vous avez un taux marginal actuel de 11%, voire si vous n'êtes pas imposable, il n'y a pas grand intérêt à ouvrir un PER, ouvrez plutôt une assurance vie. Ça sera bien plus avantageux euh, pour vous. Je recherche juste mes petits calculs. Ok. Euh, L'avantage, là encore, c'est de souscrire très rapidement. Plus tôt vous préparez votre retraite, faites pas comme la majeure partie des personnes qui à 50, 55 ans se disent mince, je suis en retraite dans 10 ou 15 ans, comment je peux faire? Là, c'est un peu tard.
c'est un peu tard. Je vous ai préparé quelques calculs pour vous illustrer ça. La magie, c'est des intérêts composés, cumulés. Si vous Mm. placez 100 euros sur 40 ans, à un taux de 3%, donc 48 000 euros, vous allez, au bout de 40 ans, récupérer un peu plus de 90 000 euros. Donc, c'est un gain de 42 000 euros d'intérêt. Si, par contre, vous êtes pris un peu tard et que vous placez 400 euros sur 10 ans à 3%, là, vous allez récupérer uniquement 55 000 euros. Donc, la différence, elle est de 35 000 euros et en plus avec un effort d'épargne beaucoup plus douloureux parce que 100 euros par mois, c'est quasiment $1, alors que 400 euros par mois, on commence à le sentir fortement. Et alors ça, il y a une grosse différence avec 3%. Je l'ai fait avec 5%. Avec 5%, 100 euros sur 40 ans, vous allez récupérer 141 000 euros, alors que si vous mettez 400 euros sur 10 ans à 5%, vous récupérez 60 000 euros. Donc il y a un différentiel de plus de 80 000 euros. C'est assez énorme. Donc là aussi, le conseil, c'est rapidement, alors peut-être pas les 2 premières années de lancement parce qu'on sait que c'est difficile et que voilà, il faut préserver sa trésorerie, mais rapidement, souscrivez un plan d'épargne retraite ou un autre dispositif ou une assurance vie hein, si vous avez un taux d'imposition faible et faites des versements réguliers, mensuels. C'est indolore et à la fin, ça peut constituer une somme assez rondelette. Oui, si sur l'épargne retraite, c'est le long terme qui va payer. Donc ensuite, Charles, on voit la PPV. Alors, la PPV, la prime de partage de la valeur, anciennement prime pouvoir d'achat, vous savez, c'est l'héritage des Gilets jaunes. Il y a quelques années, c'est là où on a revécu la Révolution française ou presque. Et donc, à la suite de ça, on a mis en place ce qu'on appelait prime pouvoir d'achat qui s'est transformé en prime de partage de la valeur. En somme, c'est une prime que peut verser le chef d'entreprise à ses salariés qui est exonéré de cotisations sociales en totalité ou presque, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques aménagements au fur et à mesure. Vous pouvez verser jusqu'à 3 000 euros si vous n'avez pas souscrit à un plan d'intéressement ou jusqu'à 6 000 euros. Donc ça peut être quand même assez intéressant, ça peut vous permettre de récompenser, de fidéliser et de motiver vos collaborateurs. Et donc ensuite, on va voir donc, la prévention des risques en entreprise. Au niveau de la protection sociale, on évoque souvent ces 3 premiers items, donc la santé, la prévoyance et la retraite, mais l'employeur a également des obligations de prévention des risques en entreprise, où on va distinguer donc 3 niveaux de prévention. Donc le primaire, le secondaire, le tertiaire, et en effet, donc tout simplement, plus on monte, ça veut dire que le risque est important et avec un risque de récidive également. Donc là, ici, ce qu'il faut s'assurer, c'est que l'entreprise puisse avoir mis en place des actions. Donc pour ça, pour tout ce qui concerne la prévention, on a un service dédié chez Aesio sur la région, enfin sur les Hauts-de-France, on a Clément Tourdeau, qui est notre chargé de prévention, qui est quelqu'un de très disponible et compétent sur le sujet et qui permet donc du coup de pouvoir répondre aux entreprises sur tout ce qui va être les actes de prévention. Donc on a des solutions qui existent, nous, dès lors que les entreprises sont adhérentes, on a le service de prévention qui est disponible et qui peut vous accompagner là-dessus. Le premier risque en prévention, à savoir donc quand on embauche, on va retrouver donc la DUERP, donc ce que l'on appelait communément avant donc le document unique. Donc il y a un lien qui peut vous basculer vers l'INRS. Donc, le document unique, c'est quoi? C'est simplement un document sur lequel l'employeur, avant l'embauche, doit être en capacité d'indiquer les différents risques liés au poste qui sont là et éventuellement également les solutions enfin, pas éventuellement, et également les solutions qu'il a mis en place pour pouvoir résoudre ou minimiser au maximum le risque. Ça peut être, par exemple, dans le BTP, c'est quelque chose de très fréquent. Les chaussures de sécurité, etc. Mais donc là, c'est vraiment l'exemple de base. Et là, ici, c'est un document, si toutefois il n'est pas fait, il y a un risque de contravention pour les entreprises. On a une question alors sur les DURP, les obligations, tout ça. Il faut relativiser.
Les règles sont faites pour les très grosses entreprises et l'administration, l'URSSAF, l'inspection du travail, sait très bien que dans les PME, dans les TPE, c'est plus compliqué. Alors, je vous encourage quand même à les mettre en place, hein. Vous avez la médecine sur les DU, ERP, je crois que ASIO peut accompagner, mais sinon, il y a la médecine du travail qui fait ça aussi très bien. Et puis après, vous avez des informations à fournir aux salariés. Là, nous, on le propose aussi hein, en tant que cabinet d'expertise comptable. C'est tout ce qui va être règlement intérieur s'il y en a un, obligation d'affichage, obligatoire, obligation d'avoir, c'est la slide d'après, si vous pouvez le. Oui. Obligation donc d'affichage, obligation d'avoir une trousse de premier secours. Il y a tout un tas de choses. Donc ça, on peut vous accompagner là-dessus. Après, si ce n'est pas fait, voilà, il n'y a pas de stress à avoir, hein. Il y a quand même une tolérance. Ce qu'il faut, c'est le faire, le mettre en place. Et puis, si c'est compliqué pour vous de le faire vous-même, bah, vous tournez vers vos conseils habituels. On a quelques questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes, malheureusement, parce qu'il y a des questions aussi qui sont très individuelles. Donc, ce que je vous invite, c'est à nous contacter à la suite de ce webinaire et puis on prendra rendez-vous. Faut-il, tac, tac, qu'est-ce qu'on a? La PPV doit-elle être versée à l'ensemble des salariés de manière équitable? Alors, la PPV, oui, elle doit être source, enfin, pour éviter les risques, hein, après, il faut faire une DUE et faire en sorte que les critères d'attribution soient cohérents. Euh, et vous ne pouvez pas écarter des salariés, même les apprentis, même les femmes de ménage, par exemple, si vous êtes dans des bureaux, doivent avoir une PPV, si petite soit-elle, sachant que cette réforme, elle a été faite quand même pour mettre des primes plutôt au bas salaire. Voilà. Donc, il faut respecter. Mais ça, pareil, hein, votre conseil pourra, vous lui dites ce que vous voulez, puis en fonction de ça, ils adaptent la DUE en fonction de l'ancienneté, montant de rémunération, durée et temps de travail. Charles, faut-il Oui. modifier les DPAE quand les contrats de petits CDD se prolongent, vu que maintenant tout passe via la DSN? Alors pour moi, je suis en train de demander confirmation. Pour moi, la DPAE, c'est au début. Donc s'il y a un prolongement, il n'y a pas de DPAE à faire. Mais je vais confirmer ce point. Ok. Bon. Encore une fois, comme disait Charles, pour les questions éventuellement, je sais qu'Adria qui est avec nous répond à un maximum de questions à côté, et sinon on les renotera bien et on reviendra vers vous par la suite sans problème et avec plaisir encore une fois. Maintenant pour Marc, donc suivant notre fil rouge, Marc face aux 4 piliers de ses obligations en matière de protection sociale. Donc on va retrouver les 4 piliers donc, de la protection sociale, donc la santé, donc la complémentaire santé. Où il a l'obligation de mettre en place, dès lors qu'il y a une fiche de paye, une rémunération, donc une fiche de paye, il a l'obligation de mettre en place une mutuelle, là ici, qui répond au cahier des charges BET avec une participation d'au moins 50% par l'entreprise. Il peut améliorer les choses, et dès lors qu'il améliore les conditions par rapport à la convention collective, on passera par l'acte juridique, donc la DUE, donc la décision unilatérale de l'employeur. Pour la prévoyance, il a cette obligation également, en tant que salarié dirigeant cadre, de mettre en place une prévoyance qui le couvre ici aussi spécifiquement au BET. La retraite et la prévention. Donc pour la retraite, il a l'obligation donc d'avoir donc de financer la complémentaire de base et enfin la retraite de base et la complémentaire santé et la complémentaire en retraite pardon. Et après, il a la possibilité de mettre en place donc ce PERO, donc plan d'épargne retraite obligatoire. Et enfin, l'obligation, donc il a ses obligations en prévention. Donc là, initialement, avant la prise de poste, donc de faire le DUERP, de la documentation unique. Vous verrez dans les outils, on vous mettra les liens pour pouvoir récupérer pas mal de ces documents-là. Alors la retraite, ben, on l'a vu, hein, c'est très important de mettre en place ce qu'il faut au niveau de la retraite. Alors vous pouvez, j'ai parlé du dirigeant, mais vous pouvez le mettre aussi pour vos salariés. Ça peut permettre de les fidéliser également. Et puis la prévention, là aussi, il faut faire le nécessaire. On verra que ça n'a pas que des inconvénients, ça peut vous permettre de fidéliser et de motiver vos salariés, sachant que les salariés dans l'entrepreneuriat, c'est à la fois la grande difficulté et le facteur clé de succès. J'ai eu la réponse
Pour la DPAE, en fait, si c'est le même contrat et qui est prolongé par renouvellement ou par prolongation, il n'y a pas besoin de faire une DPAE. Par contre, si c'est un nouveau contrat, il faut refaire une DPAE. Et donc, nous, Donc, on va arriver donc, sur les conséquences. Sur les conséquences, donc on va voir les risques. Charles, donc avant tout, il y a un second sondage, Adrien, que tu peux lancer sur le sujet au niveau des conséquences. On vous laisse y répondre. Et donc, nous avons les risques. Donc, on va peut-être pas tout lire, hein. Ici, encore une fois, la documentation va vous être remise. Euh, Au niveau de la protection sociale, pour reprendre juste deux lignes, l'absence de mutuelle collective, donc les obligations non respectées sur la gauche, les sanctions SAF et voire prud'homal, l'absence de mutuelle collective, donc il y a ce risque de redressement. Et au niveau des prud'hommes, un salarié peut demander donc le remboursement des frais médicaux et la portabilité. Alors, le fait de ne pas mettre de mutuelle d'entreprise, bon, c'est vrai que si c'est pour un médicament ou une consultation et qu'il y a 6,90 €, le risque n'est pas forcément hyper conséquent. Le but primaire de la complémentaire santé, de la mutuelle, c'est de couvrir sur l'hospitalisation, qui est le coût le plus important en réalité, qu'on rencontre le moins souvent, on l'espère, mais qui est le plus important. On sort de ces années de Covid, où c'est un exemple qui a été assez frappant quand on prend l'hospitalisation en termes en réanimation. Il faut savoir que le prix moyen, alors c'est une moyenne, hein, c'est à peu près de 2 000 € par jour. Et là-dessus, on a la sécurité sociale qui intervient à 80%. Ce qui fait quand même encore un reste à charge de 400 €. Donc généralement, la réanimation, enfin, je pense que les séjours peuvent être plus ou moins longs. Mais un salarié, par exemple, qui n'a pas de mutuelle d'entreprise et qui se retrouve 10 jours en réanimation, ben, on va prendre 10 fois 400, donc 4 000 €, et ça va être à un employeur de payer ces 4 000 € là. Sur la prévoyance, c'est encore plus risqué. Je serais tenté de dire que, pour reprendre l'image de la ceinture de sécurité, pour la prévoyance, s'il n'y a pas de prévoyance de mise en place, bah, le risque que l'on peut avoir, donc l'URSSAF, bon, bah, là c'est le contrôle du gendarme, et donc il y a ces risques de redressement et enfin, voilà, de redressement. Donc ça, c'est en cas de contrôle. Maintenant, en cas d'accident, d'accident de voiture, bah, si vous n'avez pas de ceinture de sécurité, bah, là c'est comme si vous n'aviez pas de prévoyance, et bah, là le risque il peut être très très important. Puisque le capital décès, ça va être l'entreprise qui va devoir le régler. Et donc, il y a même un risque également donc, prud'homal là-dessus. Donc, l'action des ayants droit ou des salariés en cas de décès et éventuellement même des dommages et intérêts. Bon, après, on ne va pas reprendre le tout. Peut-être que Charles, tu veux peut-être voir un point ou deux dessus. non, c'est à peu près clair. Tu as été exhaustif et puis le temps avance, donc il faut qu'on respecte le timing. Les bénéfices, c'est ce que je disais, il n'y a pas que des inconvénients à respecter les règles, il y a aussi beaucoup d'avantages. Moins de stress pour vous, chef d'entreprise, moins d'absentéisme pour vos collaborateurs, une meilleure productivité, des salariés plus engagés. Et c'est des sources d'attractivité aussi si on sait qu'il fait bon vivre chez vous, parce que généralement respecter les règles, c'est faire en sorte qu'il y ait un climat social plutôt agréable. Sachant que, enfin moi c'est ma conception, on travaille en équipe hein, avec ses salariés, donc on avance tous ensemble vers un but commun. Donc voilà, généralement respecter ces règles, enfin les règles qui sont mises en place sont faites aussi pour que ça fonctionne bien. On a encore quelques questions. On va le faire très rapidement. Je suis désolé si on ne peut pas répondre à tous. La PPV, est-ce que les apprentis sont concernés? Oui, on a eu des cas de redressement URSSAF. Si vous ne versez pas aux apprentis, vous pouvez être requalifié. Donc, ils peuvent vous appeler des charges. Ils requalifient la PPV, donc ils vous appellent 40% de charges patronales sur les PPV versées aux autres collaborateurs. Alors moi, le Euh, Pérou est-il obligatoire pour une association loi 1901 qui a moins de 25 salariés? Alors le Pérou, en fait, devient obligatoire si l'employeur décide de mettre en place une solution. À la base, sur tout ce qui est sur tout ce qui est retraite, on retrouve la retraite de base et la complémentaire qui sont obligatoires, et la complémentaire facultative, donc le Pérou, si l'employeur décide de le mettre en place, il peut le mettre en place, et dans ce cas-là, ça s'impose à l'ensemble des collaborateurs concernés. Donc il peut y avoir des distinctions, cadres, non cadres, ou ensemble du personnel.
Donc là, pareil, il y a un acte juridique à devoir faire. Encore une fois, comme disait Charles, il y a vraiment pas mal de questions. On va avancer et on reviendra vers vous par la suite. Je peux en répondre peut-être juste à une rapidement. Unique salarié de mon entreprise doit également établir un DURP. En réalité, oui. Dans les faits, si vous ne le faites pas, il n'y aura pas grande conséquence. Et puis sur la déductibilité des versements volontaires du PERECO, oui, ils sont déductibles pour votre salarié. Et donc, on s'approche de la fin. Avant ça, on va voir les outils pratiques. Donc là, ça va aller assez vite. Donc, vous avez les liens qui sont actifs ou dans les questions, ça revenait. Donc, vous avez les indications en bas à droite, donc sur le document unique, où vous retrouvez toute une liste en fonction de conventions collectives. Elles y sont peut-être pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup, où vous avez des indications pour vous aider sur le sujet. Le modèle de DUE, avec également du coup les modèles de cas de dispense. Euh, Précision sur les cas de dispense pour les employeurs, ils sont à demander tous les ans. Vous avez un collaborateur qui bénéficie d'une mutuelle obligatoire par son ou sa conjointe. Euh, il vous fournit la preuve de ça et qu'en effet, il ne veut pas la mutuelle, donc il vous fournit le cas de dispense. Et par contre, l'attestation de mutuelle employeur du conjoint ou de la conjointe sera demandée tous les ans. Et vous retrouvez donc du coup sur la droite différents guides professionnels pour vous permettre de répondre à pas mal de questions qu'on peut se poser. On va pouvoir aller sur la conclusion. Charles, je te laisse commencer sur la conclusion. Oui, si tu veux. Non, bon, on Voilà. était ravis de partager ce moment avec vous. Je pense que moi, si j'ai le principal conseil à vous donner, c'est d'anticiper, de faire bien les choses dès le début, et puis surtout de vous faire accompagner, ne pas hésiter à demander conseil. Surtout en matière sociale, ça, il y a des choses avec lesquelles il faut pas trop jouer. Et donc, j'ai été ravi également donc, de partager ce moment avec vous. Merci à Charles pour ton accompagnement. Je remercie de nouveau Adria pour tout le travail effectué. Et donc, pour pouvoir conclure, donc à Aesio, nous de notre côté, on va pouvoir surtout, alors ce que je vais mettre en avant, c'est surtout la notion de conseil et d'accompagnement pour vous répondre. On ne va pas revenir sur la complémentaire santé, la prévoyance. Donc, on peut vous accompagner sur tous ces différents sujets, mais au-delà de l'accompagnement, c'est vraiment être dans le conseil pour pouvoir optimiser le levier de management que ça peut représenter la protection sociale. Alors, on voit qu'on a un peu de boulot parce qu'on a le résultat du sondage, donc il y a quand même 69% qui sont pas conformes du tout et 69% qui disent oui globalement, mais avec des doutes. Est-ce que tu veux qu'on réponde à la question de Michel quand même? En cas de contrôle, l'URSSAF regarde quoi en premier? Euh, Alors alors, là, c'est moi, plus c'est plus. toi, nous, sur le social. Alors, juste pour répondre sur la partie sociale, Charles, excuse-moi. Ouais, vas-y. Déjà, là, ça va être de savoir s'il y a ce qui a été mis en place. Est-ce que ça répond au minimum à la convention collective ou non? Est-ce qu'il y a bien un document juridique, donc l'ADUE ou l'accord collectif au référendum? Savoir que ces documents sont existants et sont respectés. Si on veut parler vulgairement, en gros, ils vont comparer une fiche de paye avec la réalité de ce qui est mis sur cette DUE-là pour vérifier que ça soit bien conforme. Et éventuellement vérifier les cas de dispense pour être certain que les personnes qui ont sollicité cette dispense, que ça soit valable et suivi. En fait, ils vont regarder principalement donc, les cotisations sociales, hein, que vous payez bien les cotisations sociales que vous devez payer, mais pas que, hein, puisqu'ils vont regarder également la comptabilité et tous les frais qui auraient pu constituer des avantages en nature. Donc c'est important on a aussi les invitations, je sais que ça se fait quand même un peu au restaurant, ça doit concerner des clients et c'est strictement encadré par la loi. Sinon, ça peut être l'objet de cotisations patronales. On a d'autres questions. Peut-on verser les 10% de précarité à un salarié même si on lui propose un avenant de prolongation? Oui, ça s'appelle une prime, Chantal. Donc il n'y a aucun souci hein, si vous voulez lui verser une prime de 10% parce qu'il a bien travaillé à la fin. Vous pouvez, et ça fait de vous quelqu'un de très sympa. Très bien.
Voilà, je pense qu'il est l'heure de conclure, Oui, Clément. on va pouvoir conclure. De nouveau, remercier tout le monde. Merci pour les questions. Pour celles où on n'a pas forcément pu répondre tout de suite, on reviendra vers vous. Et merci encore Charles, merci Adria. Et on reviendra vers vous. Le document, le support vous sera remis par mail. Vous le recevrez d'ici une semaine. Il y aura le replay, les questions-réponses. Et encore une fois, pour toutes questions qui peuvent être un peu plus individualisées, n'hésitez pas à utiliser l'onglet en bas pour mettre vos coordonnées et on reviendra vers vous. Merci Merci à tout le monde. Clément, merci Adria, Merci merci à Charles. tous. Bonne journée. Au Et bonne revoir. journée à tous.